Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, un essai que vous attendez avec impatience, j'en suis certain, parce que la génération précédente de cette voiture, vous l'avez adorée. Cette voiture, c'est la toute nouvelle Kia Niro en version 100% électrique, c'est la Niro EV. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. La Kia Niro sur Charging Station, on la connaît bien. Après un premier essai de la génération précédente, c'était en 2019, deuxième essai en 2020 avec la version remaniée de la génération précédente. Et bien voici la toute nouvelle Kia Niro et sa déclinaison 100% électrique qui ne s'appelle donc plus e-Niro mais bien Niro EV. Alors au-delà du look qui change radicalement, quels sont ses atouts par rapport à une concurrence qui se fait de plus en plus pressante? Quels sont ses défauts également? Eh bien j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, on sera chez Skoda avec l'essai d'une voiture que vous connaissez, que vous adorez. C'est le Skoda Enyaq, le SUV 100% électrique de la marque tchèque. Cette fois, je prendrai le volant de la version à 4 roues motrices, c'est la version 80X. Vous saurez tout donc dans une semaine. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes, je vous en reparle tout à l'heure. Extérieurement, cette nouvelle Kia Niro, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a bien plus de personnalité que celle qu'elle remplace, ce qui en soi n'était pas bien compliqué, tout comme une Kia EV6 ou un Kia Sportage. Eh bien, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais au moins, elle ne ressemble à aucune autre. Les dimensions de la nouvelle Kia Niro, elle a grandi dans toutes les directions par rapport à celle qu'elle remplace. Sa longueur, par exemple, c'est 4,42 m, plus 5 cm par rapport à la génération précédente. Sa largeur, 1,83 m, plus 2 cm et demi, sa hauteur 1,56 m plus 2 cm et puis l'empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, c'est plus 2 cm avec 2,72 m. 2,72 m, ça devient vraiment pas mal, ça risque d'être plutôt pas mal également du coup pour la place à l'arrière. On verra ce que ça donne dans un instant. Et vous, que pensez-vous de l'extérieur de cette nouvelle Kia Niro? Eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Techniquement parlant, avec cette nouvelle génération de la Kia Niro 100% électrique, on prend les mêmes et on recommence, ou presque, puisqu'on retrouve toujours un moteur synchrone à aimant permanent qui est toujours positionné à l'avant, qui entraîne les roues avant. Cette voiture est donc toujours une traction. Il développe toujours 204 chevaux, mais, parce qu'il y a un mais, le couple a été largement diminué pour améliorer la motricité, qui n'était pas le point fort de la génération précédente. On est maintenant à 255 Nm de couple contre 395 dans la génération précédente. Alors, c'est mieux pour la motricité, mais qu'en est-il en termes d'agrément de conduite? Eh bien, la réponse tout à l'heure, quand on sera au volant, au terme d'une semaine au volant de cette voiture. Au niveau des performances et des accélérations, on a toujours la même valeur, à savoir 7,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Pour animer son moteur électrique, cette Kia Niro EV de nouvelle génération peut compter sur une batterie haute tension lithium-ion polymère d'une capacité qui a légèrement augmenté, qui est maintenant de 64,8 kWh. Utile, elle est toujours logée sous le plancher, ici entre les 4 roues, et doit permettre à cette voiture de parcourir 460 km sur une seule charge. Selon la norme théorique WLTP, c'est 5 km de plus qu'avec la génération précédente. Alors dans la vraie vie, qu'en est-il? Eh bien la réponse tout à l'heure à la fin de cet essai. Notons que pour lisser la consommation entre les saisons chaudes et les saisons froides, eh bien, une pompe à chaleur est disponible également dans cette voiture, mais malheureusement, pas de série sur toutes les finitions. Pour recharger la batterie, ça se passe non pas à l'arrière du côté gauche ou du côté droit, non pas sur les ailes à l'avant, mais bien dans la calandre, vous le voyez, une zone qui est assez exposée en cas de choc et c'est un petit peu dommage. La trappe, elle s'ouvre vers la gauche et on a accès tout d'abord à un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. C'est la recharge du quotidien. La recharge sur le courant alternatif, ça peut monter jusqu'à 11 kW, c'est la puissance du chargeur embarqué et c'est la norme en 2022.
Par contre, pour ce qui est de la recharge sur le courant continu, alors bien sûr, elle est possible via la somme des deux connecteurs, le connecteur combo CCS, mais la puissance là, elle n'est pas terrible, 77 kW de puissance seulement, alors que sa sœur, la Kia EV6 et son architecture technique 800 volts, eh bien, propose des recharges bien plus rapides. Ici, malheureusement, c'est moins le cas. Alors au niveau des temps de recharge, justement, eh bien, comptez aux alentours de 6h30 pour une recharge sur une borne dédiée sur le courant alternatif, à la maison ou au travail par exemple. Comptez une quarantaine de minutes pour une recharge à 80% via le courant continu, donc via un superchargeur. C'est jusqu'à 2 fois plus que certains autres qui font nettement mieux en termes de recharge sur le courant continu. Et puis si vous rechargez sur une prise domestique simple, là ça va être très très long évidemment, 27h30 minutes pour une recharge complète. Mais attention, c'est pour une recharge complète. Donc si vous faites très peu de kilomètres tous les jours, ça peut tout à fait convenir parce que vous allez en 2, 3, 4, 5 heures récupérer ce que vous aurez utilisé et ça vous conviendra. Mais attention à ne pas utiliser une prise domestique simple, mais bien une prise renforcée. Donc on peut ne pas avoir une borne, ne pas avoir besoin ou envie d'installer une borne ou la possibilité d'installer une borne, mais installer tout de même une prise renforcée pour plus de sécurité évidemment, étant donné que la voiture va pomper énormément d'énergie pendant une très longue période. Il vaut mieux donc installer une prise renforcée. Notez que cette voiture est équipée, comme sa sœur, la Kia EV6, de la fonction V2D, Vehicle to Device, c'est-à-dire la possibilité via un adaptateur de brancher des appareils électriques au port de recharge de la voiture pour les alimenter. C'est la recharge inversée, c'est plutôt pas mal, notamment si vous êtes campeur et que vous aimez camper avec un minimum de confort, c'est un must. Sur cette finition supérieure en Belgique, la finition P, c'est bien l'ouverture du coffre, elle est électrique. Et quand on ouvre le coffre, on constate quoi? Eh bien qu'il y a 475 litres de volume de chargement. 475 litres de volume de chargement avec la banquette arrière en place, donc en configuration 5 places, banquette arrière qui est fractionnable 60-40, pas de trappe-à-ski malheureusement. Au niveau des petites astuces, il y a pas mal de choses que je trouve assez sympas, notamment cette tablette. La tablette ici, elle est souple, vous le voyez, et quand vous ne l'utilisez pas, plutôt que de ne pas savoir où vous allez la déposer, eh bien vous pouvez tout simplement la replier, la mettre dans une petite pochette, et elle ne prend pas de place. Moi je trouve ça plutôt sympa. Alors pour ceux qui ont l'habitude de déposer des choses au-dessus, ça va être un petit peu compliqué. Pour le reste, elle fait le boulot, cache-bagage, et elle est facilement repliable et dissimulable, je vous le disais, quand vous n'en avez pas besoin, quand le coffre est chargé jusqu'au pavillon par exemple. Alors au niveau du plancher du coffre, justement, alors on a à gauche et à droite des petites alcôves, toujours bien pratiques pour déposer des objets et éviter qu'ils se promènent dans le coffre pendant le trajet. On a une position basse également. Alors ça va être plus compliqué quand on a des objets lourds à mettre dedans, mais par contre on va gagner évidemment en hauteur. Et puis on a également une position haute qui là, à contrario, eh bien, sera plus facile, plus pratique à utiliser au quotidien quand vous avez des choses lourdes, parce qu'on a ici quelque chose d'affleurant, des choses lourdes à déposer dans le coffre, mais qui évidemment est plus limité en hauteur. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du coffre sur cette Kia Niro EV, 475 litres et pas mal de petits aspects pratiques assez sympas. Vous voulez encore un petit peu plus d'espace de chargement? Allez, pas de problème, je vous rajoute 20 litres. C'est la capacité du Frunk, le coffre avant qui équipe cette Kia Niro EV. C'est pas gigantesque, 20 litres, mais franchement au quotidien, c'est toujours pratique et pas uniquement pour les câbles de recharge. Avant de prendre place au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette nouvelle Kia Niro EV, eh bien me voici installé à l'arrière et je dois dire qu'on est plutôt bien installé. D'abord grâce au dossier qui est inclinable. Ici il est en position inclinée, donc on a moins d'espace dans le coffre mais plus de confort aux places arrière. Grâce au plancher plat également et puis grâce à l'empattement qui a été revu à la hausse. Les dimensions ont été revues à la hausse, 2 cm de plus, je vous le disais tout à l'heure, on est passé à 2,72 m et ça devient vraiment généreux. Et vous le voyez, avec le siège avant réglé comme pour moi et mon 1,90 m, eh bien ça passe sans problème à l'arrière. Au niveau des équipements, on a les sièges chauffants, les 2 sièges sur les places principales ici à l'arrière sur cette finition spécifique. On a les petites poches toujours à l'arrière des sièges avant. Et puis moi un truc que j'adore, c'est la possibilité de recharger via les petits connecteurs USB-C, mais qui ne sont pas à l'arrière de la console centrale, mais bien sur le côté des coques des sièges avant. Je trouve ça assez pratique et notamment quand on a des
des câbles de longueur un peu limitée, le fait d'avoir ça plus proche de l'espace où on va l'utiliser ici ou là, je trouve ça vraiment plus pratique que d'avoir ça tout dans le fond ici. Alors, élément supplémentaire, c'est la possibilité de brancher un ordinateur par exemple sur cette voiture, à l'arrière de cette voiture, puisqu'on a ici au pied de la banquette arrière une prise classique sur laquelle vous allez pouvoir brancher un objet électronique également, en plus donc des prises USB-C. Franchement, on est gâté en termes d'espace et en termes d'équipement à l'arrière de cette nouvelle Kia Niro. Me voici installé au volant de la nouvelle Kia Niro EV et clairement on est en terrain connu. Le volant, le double écran, la partie centrale de la planche de bord qui peut changer de fonction, on le verra dans un instant. Et bien tout ça rappelle les dernières productions de Kia comme la EV6 ou encore le Sportage. Pas de surprise donc, on est sur quelque chose de globalement assez ergonomique, même si tout n'est pas parfait, on le verra dans un instant. Concernant les ajustements et les matériaux sur cette finition haut de gamme, rien à dire. On appréciera ou pas le look assez tourmenté, torturé du tableau de bord, mais dans tous les cas, c'est bien construit, ça fait sérieux et les commandes tombent naturellement sous la main, notamment ici sur la portière, avec des commandes qui sont présentées au conducteur de manière un petit peu inclinée. C'est assez pratique. Un petit regret tout de même, le piano black, qui selon moi est trop présent sur la console centrale, c'est un petit peu dommage. C'est fragile, ça attire la poussière comme un aimant, sans parler des traces de doigts. Bref, vous le savez, je ne suis pas fan. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Avant de s'attarder quelques instants sur le système d'infodivertissement, eh bien, description complète du tableau de bord de cette voiture avec des gros plans par-ci par-là, je sais que vous êtes fan. C'est parti, direction la portière conducteur pour démarrer avec en partie haute les deux mémoires du siège conducteur, en partie intermédiaire les vitres et rétroviseurs électriques rabattables à la demande, ainsi que le verrouillage centralisé et la sécurité enfant. Et puis en bas, enfin, on va retrouver le vide-poche qui n'est pas vraiment très large, c'est dommage, on peut néanmoins glisser une petite bouteille. À gauche du volant sur le tableau de bord, le réglage de la hauteur des phares, l'ouverture-fermeture électrique du coffre et l'activation-désactivation du contrôle dynamique de traction ESC. Au niveau du volant, à gauche sur le volant, le régulateur de vitesse adaptatif avec réglage de la distance par rapport au véhicule qui précède et puis l'accès au menu qui occupe la partie centrale de l'écran instrument, on détaille ça dans un instant. À droite, la commande vocale, la touche étoile personnalisable, le téléphone et la gestion de la partie multimédia. À gauche, en partie inférieure, on va retrouver le bouton Drive Mode ici qui permet d'accéder au mode de conduite que j'évoquerai dans quelques minutes sur la route. Derrière le volant, des palettes pour gérer la récupération d'énergie. On y reviendra là aussi sur la route. Et puis les commodos ensuite. À gauche, clignotant, appel de phare, anti-brouillard et basculement des feux de route au feu de croisement. Et à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Derrière le volant, un premier écran, l'écran instrument d'une diagonale de 10,25 pouces avec à gauche et à droite deux parties fixes et puis au centre la partie personnalisable à partir des touches situées à gauche sur le volant. Petite démonstration, le menu c'est classique, de l'horizontal et du vertical. Avec la petite touche des deux feuilles ici, on va naviguer de manière horizontale. On a ici d'abord les aides à la conduite, ensuite le menu lié à la consommation, ensuite la navigation. On a ici la boussole puisque la navigation est coupée et puis on a ici la pression des pneus. Voilà, ça c'est pour la navigation horizontale. Navigation verticale également quand un menu le permet et le propose. Et bien ici par exemple sur les données de conduite après la recharge, info accumulée, le mode ralenti, etc. etc. On peut revenir ici au-dessus. Voilà, donc navigation assez classique, horizontale et verticale dans le menu à partir donc des touches ici situées à gauche sur le volant. Ensuite, on a un affichage tête haute dans cette voiture qui affiche pas mal de choses, comme un rappel de l'avertisseur d'angle mort, en plus donc du signal visuel qu'il y a dans les rétroviseurs, les infos des aides à la conduite, la vitesse maximale autorisée, etc. etc. Donc c'est vraiment très très complet. Le deuxième écran, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement qui mesure lui aussi 10,25 pouces de diagonale. Attention que c'est 8 pouces en entrée de gamme. Il est placé de manière horizontale dans le prolongement de l'écran instrument. Sous l'écran et les deux aérateurs au centre desquels on retrouve les feux de détresse, un panneau de commande qui va avoir la particularité de modifier ce qu'il propose en fonction des menus. Alors dans cette configuration, on va retrouver la commande d'activation de l'écran et le réglage du volume à gauche, puis les désembuages avant et arrière, la puissance de la soufflerie de la climatisation automatique réglable sur 3 niveaux et plus à droite, l'appel des menus carte, navigation, la touche étoile personnalisable, les boutons précédents et suivants, les menus radio, médias
média et setup ou réglage, et le bouton rotatif de sélection de plage ou station qui fait donc un peu double emploi avec les boutons Sig Track. Et puis ici, on va retrouver cette commande qui va permettre de modifier, vous le voyez, la partie de droite. Voilà, et ça va faire basculer en fait une partie de l'affichage en mode climatisation. Vous le voyez maintenant, les boutons rotatifs servent à régler la température pour le conducteur et le passager. Et puis toute la partie de droite est maintenant consacrée aux fonctions de chauffage et de climatisation. La console centrale ensuite avec en partie supérieure une prise 12 volts de type allume-cigare, une prise USB-A et une prise USB-C. En partie inférieure, un espace de rangement avec ici zone de recharge par induction sur cette finition. Plus en arrière, le bouton de démarrage, également la commande rotative de conduite. À gauche et à droite, siège chauffant et siège ventilé. Puis à gauche, le volant chauffant et la fonction auto hold. Et puis à droite, les capteurs de parking et l'appel du menu caméra. Un appui long sur la touche caméra permet d'activer l'aide au stationnement. Les porte-gobelets ensuite qui peuvent disparaître si vous le souhaitez, c'est malin. Et puis enfin, sous la coudoir centrale, un petit espace de rangement fermé qui peut aussi s'effacer au profit d'un espace de rangement ouvert bien plus grand entre les deux sièges. Avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement. Alors ça, c'est l'écran par défaut. Je l'adore, c'est un peu l'écran zen. L'écran que vous allez utiliser et afficher quand vous n'avez rien de spécial à afficher. Vous voyez ici la radio en cours de lecture, le jour, l'heure. Ici, un aperçu de la navigation dans la zone dans laquelle vous vous trouvez. Ici, la ville dans laquelle vous vous trouvez, la commune, avec la température et le petit point météo. Je trouve ça assez sympa quand on conduit. Franchement, c'est assez zen, c'est assez cool. Si vous voulez un autre menu plus traditionnel, vous avez celui-ci, évidemment, qui se prolonge ici à droite où là vous retrouvez l'accès au menu de manière assez classique. Menu EV, c'est-à-dire menu consacré au côté électrifié de la voiture, donc spécifique à cette version 100% électrique. Vous voyez que la batterie est presque vide, hein. Je suis à 7% de batterie. On a toujours un petit aperçu ici qu'on peut masquer de la carte, voilà. Donc c'est assez intuitif. C'est ici qu'on peut également activer le transfert de charge V2L ou V2D, donc c'est-à-dire la possibilité de brancher un appareil électrique sur le port de recharge. C'est assez pratique. Vous pouvez programmer également des températures et un niveau de charge pour le moment où vous allez démarrer le prochain démarrage, etc. Donc ça se passe par ici. Ensuite, on a la carte, la navigation, c'est assez classique, fonction téléphone, projection du téléphone. Alors là, attention, petit bémol, ce sera avec fil pour Android Auto et Apple CarPlay. Et en tout cas, avec Apple CarPlay, j'ai pas testé Android Auto, mais il faut un câble officiel Apple. Voilà, si c'est pas un câble officiel Apple, si vous avez été acheter un câble avec un petit tissage sympathique noir, parce que c'est plus joli que le câble blanc, sur Amazon par exemple, eh bien ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas un câble officiel. Un petit mémo vocal ici disponible, la climatisation, le mode voiturier, donc pour limiter certaines fonctions, le mode silencieux, alors ça c'est sympa, ça fait plaisir aux familles. Le mode silencieux c'est quoi? Eh bien regardez, diffusion radio média uniquement pour les sièges avant, le volume maximum dans ce cas-là sera de 25, donc si vous avez des enfants qui dorment à l'arrière sur un trajet relativement long, eh bien vous pouvez les préserver du bruit en ne diffusant la radio qu'à faible volume pour les places avant. Alors Kia Connect, Kia Live, les services connectés de Kia, la possibilité de connecter votre application également et d'avoir accès à une foule de paramètres via l'application également, les paramètres plus profonds de la voiture, les paramètres véhicule électrique, etc. etc., etc. Au niveau des thèmes et de la disposition, eh bien voilà, vous avez ici l'écran de veille disponible, fenêtre auxiliaire, la fenêtre qui apparaît sur le côté, vous pouvez définir quand elle apparaît ou pas, et puis les thèmes du tableau de bord, soit liés au mode de conduite. Alors il y a un thème par mode de conduite, donc le thème éco, le thème lié au mode normal et le thème lié au mode sport avec des affichages un petit peu différents sur l'écran instrument, mais c'est vraiment les couleurs qui changent un peu. La présentation reste globalement la même. Affichage, bouton ici, on peut cliquer également. On peut personnaliser, vous le voyez, le bouton mode, le bouton étoile sur le volant et le bouton touche personnalisée dans la navigation. Donc ça, vous allez pouvoir assigner la fonction que vous souhaitez à ces boutons-là personnalisables. Ici, vous voyez le menu qui reste disponible en permanence. On peut cliquer également ici pour éteindre l'écran, pour modifier les icônes de l'écran d'accueil et avoir accès également au manuel. Vous le voyez, quand on est ici, on a accès également au profil d'utilisation. Plusieurs profils sont disponibles. Alors, dans l'absolu, c'est sympa, ça fonctionne bien. Le seul petit bémol vraiment, c'est au niveau de la rapidité. Le système, il n'est pas toujours très rapide. Alors là, il l'est parce que le téléphone n'est pas connecté, j'ai rien demandé en termes de navigation, etc. Donc la voiture n'est pas en mouvement, c'est relativement fluide. Mais il y a certains moments quand même où
où j'appuie sur une fonction et le temps que la fonction arrive, vous voyez, c'est pas toujours tout à fait rapide. Tout ça pour vous dire qu'on a fait, je pense, à peu près le tour de ce système d'infodivertissement, voilà, qui en termes de réactivité, ça pourrait être un petit peu meilleur. En termes de design aussi, je trouve pas ça toujours. Alors c'est notamment dans la partie radio, on va revenir dans la partie radio par ici. Voilà, la partie radio, voilà, je trouve ça vraiment pas beau. Je trouve ça un petit peu 90s, un petit peu années 90. Je suis pas vraiment fan. Et alors si en plus on appuie sur AM, alors là on est carrément, c'est carrément la préhistoire. Donc personnellement, je ne suis pas fan de cette disposition. Je trouve ça, voilà, pas très moderne malheureusement. Et donc ce serait bien d'améliorer un petit peu la réactivité et le rendu visuel de certains menus au niveau de cet écran. Et moi je reste persuadé que le meilleur, eh ben ça reste celui-ci. Dès les premiers virages, ce que j'ai apprécié au volant de cette voiture, c'est précisément ce volant. Un volant qu'elle partage avec d'autres dans la gamme Kia, la Kia EV6 par exemple. Il est très épais, très agréable au toucher. Et puis globalement dans cette voiture, on sent aussi dès le départ que cette voiture elle est plutôt typée confort. Ce qui en fait d'ailleurs dans la gamme Kia un parfait compagnon à une EV6 qui elle sera un petit peu plus incisive, à vocation plus dynamique. Et certainement la version GT essayée dernièrement sur Charging Station, un essai toujours disponible évidemment. Sur cette finition haut de gamme Pace en Belgique, les sièges sont en cuir artificiel. On l'a vu, ils sont à réglage électrique avec mémoire côté conducteur. Ils sont également chauffants et ventilés. Et le passager a même droit à la fonction relaxation. Autant vous dire qu'en matière de confort global et confort d'utilisation, on a vraiment connu pire. Le maintien latéral, il pourrait être un rien plus important pour accentuer la retenue lors des enchaînements de virages en conduite un petit peu plus dynamique. Mais ici aussi, d'emblée, eh bien, on va se rendre compte que le confort va primer clairement sur l'aspect dynamique dans cette voiture. De série ou en option, la Kia Niro EV peut être évidemment équipée de toute la panoplie d'aides à la conduite généralement proposée en 2022. On va retrouver le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de maintien dans la voie qui fait d'ailleurs vibrer le volant quand on mord sur une ligne blanche, l'assistant au maintien de la trajectoire, le freinage d'urgence autonome, l'avertisseur d'angle mort, le limiteur de vitesse intelligent, etc., etc., etc. Notez que pas mal de ces systèmes sont proposés dès le premier niveau de finition et ça c'est vraiment pas mal. Concernant leur fonctionnement au terme de cette semaine au volant de cette voiture, je dirais que globalement ils sont un poil trop tatillons. Si vous vous rabattez un peu vite devant quelqu'un que vous venez de dépasser, ça bip. Si vous vous rapprochez un peu d'une ligne blanche, ça bip. Alors au début c'est un peu agaçant, mais on s'y fait, on adopte finalement une conduite plus coolée en augmentant ses marges de sécurité, ce qui au final n'est vraiment pas plus mal. Mention spéciale tout de même pour le régulateur de vitesse adaptatif qui s'adapte avec une belle progressivité, plus en tout cas que sur certaines concurrentes et notamment chinoises qui elles donnent juste envie de couper le système. Ah, ça bip. On l'a dit, cette voiture, elle n'a aucune vocation sportive. Par contre, avec ses 204 chevaux, elle est suffisamment vive au quotidien pour être très agréable à conduire. Si vous venez d'une compacte essence ou diesel et que vous passez à l'électrique avec cette Niro EV, là, vous aurez clairement le sourire dès les premières accélérations. Elle est à la fois vive mais douce au niveau des commandes, le volant, la progressivité de l'accélérateur. Bref, le compromis, il est plutôt réussi pour en faire une voiture électrique qui va plaire, à mon avis, au plus grand nombre, comme celle qu'elle remplace d'ailleurs. L'insonorisation, elle a été bien soignée dans cette voiture puisque les bruits aérodynamiques et les bruits de roulement sont bien gommés. Pas de bruit de mobilier, pas de sifflement aérodynamique au niveau des portières ou au niveau des rétroviseurs. Franchement, c'est du sérieux. Alors vous me direz, la voiture, elle est toute neuve, manquerait plus que ça. Cela dit, j'en ai déjà entendu des bruits de mobilier sur d'autres voitures qui elles aussi étaient toutes neuves. Cette très bonne insonorisation, elle participe évidemment au confort global. Il y a l'impression très positive que vous ressentirez dès les premiers tours de roue. Certainement donc si vous venez d'une voiture essence ou diesel. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui tractent régulièrement une remorque, c'est possible sur cette nouvelle Niro EV. Alors la masse tractable n'est pas énorme, mais au moins c'est possible et c'est toujours ça de prix. Pour une remorque freinée, vous pouvez monter jusqu'à 750 kg. Non freinée, ce sera 350 kg. 3 modes de conduite sont disponibles dans cette Niro EV, Eco, Normal et Sport, c'est du traditionnel. Pour privilégier l'autonomie en dégradant légèrement les performances, ce sera le mode Eco. Le mode Sport, à contrario, pour disposer de toute la puissance disponible au prix d'une consommation qui sera évidemment supérieure. Ou bien le mode Normal, c'est le bon compromis entre performance et consommation. Notez qu'un 4e mode est disponible via un appui lent sur la touche Drive Mode. C'est le mode Snow ou Neige, qui pourra certainement vous être utile en hiver dans certaines régions.
10,6 mètres, c'est le diamètre de braquage proposé par cette Niro EV et c'est une très bonne valeur, hein, seulement 40 cm plus élevé que celle observée dans une Volkswagen ID3 qui tourne sur place, sauf que sur l'allemande, le moteur il est à l'arrière, il y a donc toute la place à l'avant pour faire tourner les roues. Sur cette Kia, il est à l'avant et pourtant on a ce diamètre de braquage qui est plutôt intéressant. Bravo Kia. Dans la pratique, la voiture est donc très maniable, c'est très agréable au quotidien, essentiellement en ville évidemment. Même si l'attaque de la pédale est un peu molle, comme sur la plupart des voitures qui récupèrent l'énergie, on l'a déjà dit, le ressenti de la pédale de frein est ici plutôt intuitif et donc agréable. Même si je vous avoue ne pas y avoir énormément eu recours cette semaine, grâce à la présence de quelque chose que j'aime bien, c'est la conduite à une pédale. On l'appelle ici iPédale avec un i comme intelligente, pédale d'accélération intelligente. Voilà qui nous amène donc à la récupération d'énergie et aux 5 niveaux disponibles via les palettes derrière le volant. Le niveau 0, c'est la roue libre, pas de récupération d'énergie. La voiture va continuer sur son élan quand vous levez le pied de l'accélérateur. Les niveaux ensuite faibles, moyens et élevés avec de plus en plus de récupération et donc un ralentissement graduellement plus important en passant d'un niveau à l'autre. Et puis le niveau maximum, tout à droite qui active le mode iPédale, la conduite à une pédale de Kia. Notez que bien qu'il permette de réellement se passer de la pédale de frein dans la grande majorité des situations, eh bien ce mode manque encore selon moi un petit peu de mordant à basse vitesse, ce qui va obliger tout de même à utiliser la pédale de frein de temps en temps. Pour ça, les réglages selon moi de la conduite à une pédale sur une Tesla Model 3, une Polestar 2 ou une Volvo XC40 Recharge sont pour moi un rien mieux ajusté. Et puis petit bémol encore, moi qui suis adepte de la conduite à une pédale, vous le savez, de la fonction iPédale ici, eh bien je suis un petit peu déçu parce que le réglage du niveau de récupération d'énergie, il ne va pas rester sur iPédale d'un trajet à l'autre. Systématiquement, il faudra le régler à chaque démarrage. C'est un petit peu dommage. Pas de caméra 360 dans cette voiture, c'est dommage, mais bien une caméra de recul avec affichage de proximité. Et ça, c'est bien pratique lors des manœuvres de stationnement pour plus de précision dans la réalisation des manœuvres. La qualité de l'image renvoyée par la caméra, elle n'est pas incroyable, elle est simplement correcte et c'est pas propre à cette voiture. Globalement, dans le groupe Hyundai Kia, on a une définition de caméra qui malheureusement n'est pas vraiment au top. On espère qu'ils pourront corriger ça dans le futur. Donc, définition de caméra pas incroyable, juste correcte, sans plus. Concernant les phares, dans cette finition, c'est du dual LED avec faisceau dynamique. L'allumage est évidemment automatique. La voiture va donc vous proposer le meilleur éclairage possible en permanence, en basculant entre feu de route et feu de croisement, sans que vous n'ayez rien à faire. 460 km, c'est pour rappel l'autonomie théorique revendiquée par cette voiture. Et en pratique, ça donne quoi? Eh bien, cette semaine, j'ai énormément roulé, plus de 1000 km au total, quasi exclusivement sur autoroute. Et je suis arrivé à une consommation moyenne de 18,5 kWh au 100. Alors, il faisait chaud, autour de 30 degrés. Et j'ai donc utilisé tous les équipements de la voiture normalement, parmi lesquels la climatisation, qui a donc été mise à rude épreuve. Dans ces conditions, 18,5, ça va permettre de rouler 350 km à peu près sur une seule charge. Un peu moins dans la vraie vie, parce que vous n'allez pas rouler jusqu'à la batterie vide, mais on peut tabler sur un bon 300 km sur autoroute sans problème, c'est pas mal. Sur national, je suis descendu à 15 kWh au 100, national à 70 et 90 km/h. Dans ces conditions, les 400 km peuvent même être dépassés. C'est vraiment très très bien. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette nouvelle Kia Niro EV disponible en Belgique à partir de 43 990 €. C'est la version de base, la finition de base, la finition pure. En France, les prix démarrent à 44 490 € et en Suisse, ce sera 45 400 francs. Cette voiture d'essai est une finition Pace équipée du pack premium, de la peinture contrastée avec éléments gris et du toit ouvrant. Total de la facture 55 990 €, 55 990 €. Vous souhaitez vous aussi connaître le prix de votre configuration idéale? Eh bien rendez-vous sur le configurateur en ligne du site Kia qui correspond à votre pays pour voir quels sont les équipements de série en option et les packs disponibles. Configurez votre Niro EV idéal et déterminez votre prix. N'oubliez pas que comme toutes les Kia, eh bien, cette Kia Niro EV est garantie 7 ans ou 150 000 km et ça aussi, ça compte dans la balance. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, c'est-à-dire de location longue durée pour les entreprises et les particuliers. Pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel qu'on connaît depuis un certain temps déjà avec tous les avantages qui sont liés en termes de fiscalité. Et puis pour les particuliers, c'est plus récent, c'est le private lease et c'est une formule qui a de plus en plus de succès
Pourquoi? Eh bien pour au moins deux raisons. La première, c'est que tout est inclus, comme pour le leasing opérationnel. C'est le principe du leasing, c'est que c'est une formule tout compris. Donc vous payez le même loyer tous les mois pendant toute la durée du contrat et tout est inclus, à savoir la mise à disposition de la voiture, bien sûr, mais également les entretiens, les taxes, etc. etc. Les changements de pneus par exemple. Donc il n'y a pas de surprise à prévoir un mois ou un autre quand vous aurez des sommes plus importantes à sortir pour un entretien, pour changer les pneus, pour payer les taxes, etc. Donc tout est inclus. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième raison d'opter pour un private lease, eh bien c'est que dans le contexte de transformation technologique qu'on connaît actuellement, avec l'arrivée des voitures électriques, eh bien on ne sait pas combien vaudra cette voiture électrique ni aucune autre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans au terme du contrat. Et là en l'occurrence avec le private lease, c'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra cette voiture, c'est la société de leasing. Encore une bonne raison d'opter pour un private lease. Si vous souhaitez obtenir une offre personnalisée pour cette voiture ou pour une autre, rendez-vous sur arval.be et si vous êtes dans l'Hexagone, eh bien Arval est présent en France également. Si vous souhaitez une offre et découvrir ce qui est proposé en termes de services, là aussi les formules sont un tout petit peu différentes mais tout aussi intéressantes, surfez sur arval.fr. Votre nouvelle voiture, vous la voulez tout de suite. Malheureusement, avec la crise des semi-conducteurs, c'est un petit peu compliqué actuellement au niveau des délais de livraison qui sont incroyablement longs. Alors, une solution que j'ai à vous proposer, c'est notre partenaire Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, vous pouvez surfer là maintenant et rentrer vos critères de recherche et directement le système va vous proposer, avec une recherche encore plus affinée qu'auparavant, eh bien, des voitures qui correspondent à vos critères de sélection, notamment des voitures électrifiées, des voitures neuves et des voitures d'occasion, occasion récente ou plus ancienne. Bref, vous aurez le choix. Il y a plus de 90 000 voitures disponibles sur Autoscout24 en ce moment. Il y a forcément une voiture qui correspond à vos critères de recherche. Voitures électrifiées, je disais, voitures électriques également. Elles sont toutes disponibles sur Autoscout24. C'est d'ailleurs un bon moyen de voir que finalement les voitures électriques, elles sont encore assez chères. Les 100% électriques, c'est encore assez cher aujourd'hui, mais on peut déjà en trouver pas mal en occasion récente également, qui sont comme neuves, et notamment sur Autoscout24, disponible tout de suite. C'est un bon plan si vous voulez payer moins cher et avoir votre voiture immédiatement. Donc rendez-vous sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, la nouvelle Kia Niro, c'est avant tout une ligne audacieuse comme la ligne de la Kia EV6 ou du Kia Sportage, bref, la ligne de toutes les Kia récentes. Et cette version 100% électrique, elle est quasiment bonne en tout, pour peu que vous ne cherchiez pas à la malmener évidemment, et puis pour peu également que vous ne passiez pas vos journées sur la route. Sinon, ce qui passera inaperçu pour certains, qui ne roulent que rarement plus de 350 ou 400 km en une journée, eh bien sera un frein pour d'autres, à savoir la vitesse de recharge sur le courant continu qui est en deçà de la norme actuelle et c'est dommage. Pour le reste, la Niro EV est confortable, très agréable à utiliser. Elle propose un intérieur bien conçu, très ergonomique et avec quelques astuces bien pratiques comme les prises USB à l'arrière des sièges et la prise 220 volts au pied de la banquette arrière, sans oublier la fonction V2D qui permet d'alimenter les appareils électriques via le port de recharge. Les campeurs apprécieront. Quelques petits bémols à l'intérieur tout de même, à savoir l'interface d'infodivertissement dont le look, je trouve, fait un petit peu daté, c'est dommage. C'est pas très moderne me semble-t-il, mais voilà, c'est une histoire de goût, donc c'est très personnel, tout comme la présence massive de piano black sur la console centrale. Personnellement, je ne suis pas fan, je trouve qu'il y a d'autres matériaux qui sont nettement plus valorisants que du piano black. Et puis un critère assez objectif quand même, c'est l'interface d'infodivertissement dont la réactivité pourrait être un petit peu meilleure. Quoi qu'il en soit, la Kia e-Niro génération précédente a été un très grand succès. Nul doute qu'avec ses qualités, eh bien, la Kia Niro EV, la nouvelle, eh bien, sera elle aussi un très grand succès et un succès mérité. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, on sera chez Skoda, je vous le disais, avec l'essai de la version 4 roues motrices. C'est la version 80X du Skoda Enyaq. On ira chez Mercedes durant les semaines prochaines avec l'essai de la Mercedes EQE qu'on connaît déjà, mais là c'est la EQE AMG version 43, la moins puissante des plus puissantes. On ira également dans les prochaines semaines chez Volkswagen avec l'essai de la Volkswagen ID.5, c'est la version coupée de la Volkswagen ID.4, et puis on retournera chez Skoda toujours avec l'Enyaq en version coupée là aussi, et ce sera la version RS, voilà qui promet en termes de sensations au volant. Pour ne rien manquer évidemment de tous les essais Charging Station, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette des notifications pour être
être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et puis si vous voulez en faire un petit peu plus, vous pouvez toujours bien sûr mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait plaisir. Et puis partager les vidéos Charging Station. Et si vous voulez en faire encore plus et obtenir davantage, eh bien contre moins d'1 € par mois, vous pouvez activer la souscription et tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre, eh bien faire partie de la communauté restreinte des membres de Charging Station et bénéficier d'avantages, entre autres le fait de pouvoir visionner les essais dès qu'ils sont disponibles sur YouTube sans attendre le dimanche à 18 h, donc parfois avec près d'une semaine d'avance sur la diffusion en YouTube première du dimanche à 18 h. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.